prochain échange. Je vais demander à la régie de muter, s'il vous plaît. Je vais appeler ici maintenant, je regarde doucement, s'il vous plaît, nos intervenants du prochain panel. Je le rappelle encore qu'il portera sur l'optimisation des financements, structuration et accompagnement des entreprises pour le développement durable. Monsieur Abi Gendo, qui est chef de mission en résidence du Fonds de solidarité africain. Il nous rejoint. Qui est le premier intervenant de ce panel 2. Ensuite, M. Franck Stéphane Dédi, est-ce qu'il est là? Très bien. Qui est managing partner du cabinet 7K, C24, voilà, qui fait de la finance, de la stratégie et du management de projet. M. Prince Arthur Dali, chef d'entreprise et conseiller en investissement, qui est élu local, est-ce qu'il est là? Il va nous rejoindre. Et ce panel sera modéré par Eric Antonin Zion, qui est manager investor relations au sein d'un cabinet dénommé Enco Capital West Africa. Votre siège, ça sera de l'autre côté. Ouais. Messieurs, vous avez vos différents micros. Apparemment, très bien. On va les tester ensemble. Super. Et pour que M. Dali vous rejoigne, je vous laisse en compagnie du modérateur qui nous vient de Enco Capital West Africa. Bon panel à vous. Je rappelle que 1 heure d'échange et 30 minutes pour la présentation et les questions. On est bon? Très bien, super. Bonjour à tous et à toutes. Alors cet après-midi, nous avons la charge d'échanger sur le panel intitulé Optimisation de financement, structuration et accompagnement des entreprises pour un développement durable. Pour planter un peu le décor, avec l'évolution du contexte économique actuel, nous savons qu'il y a une évolution des entreprises, la création des entreprises sur le marché actuel. J'ai regardé un peu, j'ai fait un peu des recherches à ce niveau. On réalise qu'il y a l'année dernière, en 2023, il y avait à peu près 23 000 sociétés créées sur le marché. Waouh, c'est vraiment beaucoup. Et toutes ces entreprises-là ont besoin nécessairement de financement pour pouvoir développer de façon durable leur activité. Donc c'est pour cela que nous sommes là cet après-midi. Donc pour pouvoir échanger avec des experts sur le sujet et pouvoir avoir les clés pour que nos entreprises puissent avoir un développement durable et que nous puissions avoir accès à ce financement-là. Quand on parle d'optimisation financière, on parle forcément d'innovation au niveau du financement. Donc nous avons les financements classiques, donc la banque, les microfinances, mais au-delà de ça, nous pouvons avoir des financements qui sont innovants, qui peuvent nous permettre d'avoir un accès rapide et pouvoir vraiment, de façon durable, permettre à nos activités d'évoluer. Voilà. Donc je voudrais encore une fois que nous puissions applaudir nos intervenants qui sont là. Qui nous permettront de pouvoir avoir des réponses à nos questions. Alors, comme je disais tout à l'heure, parler d'optimisation de financement, c'est parler de méthodes innovantes de financement. Donc la première question que je vais poser à nos intervenants, quels sont les modèles de financement innovants que vous avez observés récemment ou depuis que vous travaillez, et quels sont les moyens de pouvoir avoir accès à ces financements-là? Voilà. Très bien. Bonjour à tous. Je crois que Stéphane l'a dit, donc je dirige une banque d'affaires qu'on appelle CV Capital, qui fait donc, du conseil stratégique et financier. Donc sur la partie stratégie, qu'est-ce qu'on fait? On fait un accompagnement dans la définition de plans stratégiques et aussi dans l'accompagnement
l'évaluation de la mise en œuvre de plans stratégiques. Et sur la partie financière, on fait du conseil financier, donc en fusion-acquisition, rachat, cession d'entreprise et aussi des levées de financement. Donc des levées de financement en capital et en dette également. Et donc la question de monsieur le modérateur se rattache à cette partie-là de notre activité, à savoir la levée des financements. Je pense qu'on a du temps, donc je veux me permettre aussi de remercier ceux qui nous invitent, Mme Keita, commissaire générale de ce grand événement, et aussi vous remercier pour tous qui êtes là aujourd'hui. Alors, déjà, en termes de financement, comme le modérateur a dit, il faut pouvoir distinguer les sources de financement donc dites classiques et puis les sources de financement nouveaux ou nouvelles. Sur la partie classique, donc on a le financement bancaire, ou alors on a les actionnaires de l'entreprise qui peuvent mettre la main à la poche et tout ce qu'on peut imaginer. Sur les modèles de financement innovants, ça dépend également des économies. Donc dans des économies ultra développées comme les États-Unis, la Chine, aujourd'hui il y a de nouveaux modes de financement comme les SPAC, ou alors il y a des modes de financement, on va dire des financements participatifs. Donc j'ai un projet, je l'explique au grand public et je demande à ce que les gens puissent y contribuer. Et donc il y a des plateformes de financement participatif donc, qui existent. On en a de moins en moins dans nos pays parce que notre réglementation doit pouvoir s'adapter donc à tout ça. Et puis, il y a des sources de financement nouveaux qui sont attachés à tout ce qui est intervention des fonds d'investissement, que ce soit en termes de dette, donc des fonds de dette ou des fonds qui vont investir en capital. Voilà, donc il y a des fonds d'investissement qui existent aussi. Donc il y a une pléthore comme ça de mécanismes donc, de financement. Cependant, et moi c'est le message principal que chaque fois que je rencontre des clients ou des prospects ou un auditoire comme le vôtre, c'est de dire que c'est le projet ou c'est l'entreprise qui est le premier facteur clé du succès du financement. Moi, je rencontre pas mal de gens qui viennent au bureau, on cherche des financements et tout. Mais quand vous commencez à poser des questions, est-ce que vous avez ne serait-ce qu'un brouillard? Donc en comptabilité, le brouillard, c'est le premier document qu'on a sur lequel on note les dépenses, les entrées et tout. Les gens n'ont pas. On ne parle même pas encore d'état financier. D'accord? Et malheureusement, on se plaît aussi dans l'informel. Donc on a le boss de l'entreprise qui, en général, va confondre sa propre poche avec la poche de l'entreprise. Et à la fin de la journée, cela n'est pas de nature à rassurer la contrepartie, c'est-à-dire la personne qui est en face qui doit vous prêter de l'argent. Que ce soit dans le cas des financements dits classiques, comme je les ai révélés tout à l'heure, ou dans le cas des financements innovants, le fait de donner son argent pour votre projet ou pour votre entreprise, c'est un risque que l'investisseur prend. Donc le but du jeu, c'est comment est-ce que je m'arrange à pouvoir donner le plus d'assurance possible à celui qui va me prêter de l'argent, à celui auprès de qui je vais lever donc de l'argent. Donc le premier facteur clé de succès, c'est le projet, c'est l'entreprise elle-même qui doit se disposer à pouvoir recueillir ou absorber les fonds qui lui seront donnés, que ce soit en termes de prise de participation, donc investissement en capital, ou en termes de levée de fonds en dette. Donc pour le moment, c'est ce que je peux dire. Merci. Merci, M. Teti. On va poser la même question à M. Kindo, qui nous puisse nous donner quelques éléments de réponse. Merci beaucoup, cher modérateur. Merci à Mme le commissaire qui nous a permis d'être présents sur cet événement. Chers invités, chers participants, merci aussi. Je suis Ali Kindo, le chef de la mission résidente du Fonds de solidarité africaine du Côte d'Ivoire. Le FSA,
si vous avez noté, on parle de développement durable. Développement durable, ça voudrait dire tout simplement comment satisfaire les besoins de l'heure tout en préservant quelque chose pour les générations futures. Et donc, ça voudrait dire qu'au-delà de ce que mon prédécesseur a dit tout de suite, et puis les financements qui ont été articulés autour du crowdfunding, prêt participatif, etc., les orientations aujourd'hui vont vers le financement qui puisse préserver l'environnement. Cette année, nous avons tous été éprouvés par le climat, par exemple. Donc, l'un des financements innovants que nous avons aujourd'hui, c'est la finance verte. C'est comment on va faire en sorte que nous puissions bénéficier des faveurs que notre environnement nous fait sans que nous puissions déranger ou dégrader de façon inéluctable cet environnement. On doit pouvoir faire en sorte que nous réalisions nos projets et permettre à ce que les générations futures puissent en bénéficier. Donc, il y a la finance verte et il y a même ce qu'on appelle la finance bleue qui va s'articuler autour de tout ce qui est préservation des espaces maritimes, des océans, etc., etc. Bon, il y a les financements peer-to-peer qui sont les financements entre privés. Donc, on parle aussi de plus en plus de crypto-monnaie, on parle de finances digitales. Donc, tous ces éléments répondent à des besoins de financement en fonction de l'entreprise que nous avons en face. Si c'est une entreprise qui est très petite, qui peut être à son démarrage, on va parler d'amorçage, on va parler de renforcement, etc. Donc, comme M. Lévy l'a dit, le financement répond aux besoins qui sont exprimés en face pour autant que ces besoins soient structurés. Et donc, en ce moment, nous, en tant que spécialistes, nous allons nous charger de trouver la réponse à ces besoins. Voilà un peu ce que je voulais dire pour cette question. Merci. Merci, M. Koungo. Je voudrais qu'on puisse aller un peu plus en profondeur. Un peu plus en profondeur sur les nouvelles sources de financement. C'est vrai que vous avez survolé un peu les nouvelles sources de financement. Donc, M. Koungo a parlé de finances vertes. M. Déti, c'est vrai qu'il a parlé du projet. Il faudrait que le projet soit bien structuré, mais j'aimerais qu'on puisse aller un peu plus en profondeur sur les différentes méthodes de financement qui existent. Et au fur et à mesure, on ira vers la structuration, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, je voudrais qu'on puisse aller pas à pas, déjà énumérer en tout cas la plupart des méthodes de financement qui existent aujourd'hui, que certainement nous ne connaissons pas tous. Donc, vous avez parlé un peu de crowdfunding, vous avez parlé de tous ces termes-là qui sont très anglicismes, mais qui sont peut-être des termes que nous ne connaissons pas forcément. Donc, dans la recherche d'investissement, nous avons besoin déjà de pouvoir connaître chacune de ces sources-là et ensuite aller vers la forme, vers la structuration. Donc, est-ce que vous pouvez en parler un peu plus en profondeur? D'accord. Allô? Voilà. D'accord, très bien. Rassurez-vous tout de suite, on va mettre de côté les termes techniques, d'accord, pour qu'on puisse se comprendre. On dit tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots maudits arrivent aisément. Il n'y a pas 1000 façons de financer une entreprise ou un projet. Il n'y a pas 1000 façons, il y en a 3. Ce sont lesquels? Le premier financement, c'est le financement donc en capital. Ça veut dire soit le détenteur ou le propriétaire ou les actionnaires de l'entreprise ou du projet donc mettent de l'argent, donc augmentent le capital de l'entreprise, ou une personne tierce décide d'investir en tant qu'actionnaire dans le projet ou dans l'entreprise. C'est ce qu'on appelle le financement en capital. La deuxième façon de financer une entreprise ou un projet, c'est ce qu'on appelle le financement en dette. C'est-à-dire, on va emprunter de l'argent. On peut aller emprunter de l'argent auprès de la banque
on peut aller emprunter de l'argent auprès de nos amis, auprès de la famille. On appelle cela du love money, love, L-O-V-E, amour. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui te connaît, qui te donne cela. Donc du love money, on va emprunter de l'argent auprès de nos amis, auprès de nos parents, et ainsi de suite. Ou alors on va auprès de la banque, ou alors on va auprès d'investisseurs divers. Ça peut être des fonds, ça peut être des organismes publics ou privés de financement selon leur nature. Donc ça, c'est le financement en dette. Et puis la troisième façon de se faire financer, c'est de pouvoir bénéficier soit de subventions ou de dons. D'accord? Donc, tous les types de financement qu'on va évoquer doivent pouvoir se ranger dans l'une ou l'autre de ces trois cases. Et si on va dans le détail, le financement par capital, c'est-à-dire, vous êtes détenteur d'une entreprise ou d'un projet, vous voulez faire entrer quelqu'un au capital de votre entreprise, soit vous, en tant qu'actionnaire, vous remettez l'argent à la poche, ou alors vous structurez donc ce qu'on appelle un plan d'affaires. Donc, à quoi est-ce que va ressembler votre entreprise quand ce financement-là va venir sur les 5 prochaines années? Avec ce document qu'on appelle en général le business plan, vous allez discuter avec des investisseurs divers en disant je veux ouvrir mon capital, est-ce que vous pouvez donc me financer? Et donc vous allez vous adresser soit aux business angels. Donc les business angels, c'est quoi? Ça fait partie aussi, on peut les ranger dans les mécanismes de financement innovants. Ce sont des groupes d'investisseurs privés ou de personnes, on va dire privées ou de personnes morales qui se réunissent et qui mettent de l'argent ensemble et décident d'investir dans des projets ou dans des entreprises. Donc vous allez vous tourner vers les business angels pour qu'ils investissent en capital dans votre entreprise. Ou bien vous allez, si vous respectez les critères, vous allez aller voir des fonds d'investissement qui investissent en capital et ils vont investir dans votre entreprise ou dans votre projet. Et puis, il y a la partie dette, comme je disais tout à l'heure. Vous allez emprunter donc de l'argent. Il y a des fonds d'investissement qui investissent aussi en dette, moyennant un taux d'intérêt que vous allez aller voir, en vous assurant que lorsque vous allez payer les intérêts, votre entreprise puisse assurer aussi sa pérennité. Parce qu'à la fin de la journée, ce qui importe, c'est la pérennité d'une entreprise. D'ailleurs, quand vous allez au CPC, pour le cas de la Côte d'Ivoire, que vous créez une entreprise, la durée de vie de l'entreprise, c'est 99 ans qu'on vous met de facto. Donc, votre entreprise, elle se doit de vivre donc, sur la durée. Et donc, pour l'investissement en dette, comme je disais tout à l'heure, vous allez voir les sources classiques, la banque, les fonds d'investissement. M. Dindo l'a dit tout à l'heure, il y a des plateformes d'investissement en crypto-monnaie, par d'investissement participatif et tout, auxquels vous pouvez vous adresser également. Et puis sur la partie subvention, soit vous pouvez profiter de subventions donc, étatiques ou de subventions de fondations. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui utilisent ce moyen de financement-là, c'est-à-dire je suis dans un secteur bien donné, peut-être dans le secteur de l'agroforesterie où mon entreprise, elle fait de l'impact, ainsi de suite. Il y a des fondations aujourd'hui qui donnent des financements à titre gracieux à des projets ou à des entreprises, comme la fondation Mastercard, qui a un important projet qu'on appelle le Young African Works, qui vise à trouver de l'emploi en finançant des entreprises à un peu plus de 3 millions de jeunes à horizon 2030. Donc pour cela, ils sont à la recherche de projets ou d'entreprises qui peuvent leur démontrer qu'en y investissant, ils vont pouvoir trouver de l'emploi ou donner des opportunités d'emploi. Donc, il y a des gens aujourd'hui qui se concentrent sur ces moyens de financement-là, c'est-à-dire je monte une entreprise ou je monte un projet et je vais voir des fondations qui peuvent aussi me financer. Donc voilà un peu pour quelques exemples de financement innovant auxquels on peut aujourd'hui prêter attention dans sa recherche de financement. Très bien, merci. Monsieur Kundo, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Bon, je vais juste un peu étayer parce que quand vous prenez les entreprises comme M. Ledi
sous forme de ce qu'on appelle fonds propres, du cash ou de la nature pour pouvoir réaliser son projet. Et à partir de là, maintenant, il y a deux possibilités. Soit je me suffis à moi-même, en ce moment, je finance le projet. Soit je ne me suffis pas, en ce moment, je peux voir avec les proches qui vont mettre de l'argent. Et après ça, on va aller en recherche au niveau des bailleurs de fonds. Et ces bailleurs de fonds, si nous prenons notre environnement, les bailleurs les plus courants, c'est les banques, ce sont les banques, ce sont les institutions de microfinance, et de plus en plus, on parle d'institutions de mésofinance pour les PME, PMI. Vous avez aussi des entreprises qui sont dans les fintech, où tout se passe à travers une plateforme. Et donc, ça c'est vraiment quelque chose qui est classique. C'est juste les moyens de diffuser le crédit qui est en train de s'étendre. Maintenant, le financement, comme je l'ai dit, aujourd'hui nous sommes dans un environnement où on cherche à ce que les projets aient de plus en plus d'impact positif dans leur environnement. Et donc c'est pourquoi, en plus de ces bailleurs classiques, il y a des fonds qui peuvent être logés au niveau des banques, ou bien il y a des fonds d'investissement dédiés qui sont destinés à financer des projets dits entreprises vertes. C'est des projets qui ont des impacts sur leur environnement. Au-delà de ce qui se rapporte, les effets classiques, c'est la création d'emplois, c'est la génération d'impôts, etc. Mais si je réalise un projet, par exemple, qui va dégager des résidus qui vont impacter l'environnement, alors en faisant accompagner mon projet par une solution de traitement de ces résidus, je prends par exemple le cas des unités industrielles qui parfois utilisent des produits chimiques qui viennent dénaturer carrément des cours d'eau ou bien qui viennent dénaturer carrément les sols. Alors au lieu de faire ça, de s'en tenir à ça seulement, on peut bénéficier d'un projet, d'un financement de tel projet sous réserve que le projet soit rentable et que le projet soit viable. Mais vous ne pourrez pas bénéficier de fonds en provenance de la finance verte que si vous joignez à ces projets, par exemple, des mécanismes qui permettent de traiter les déchets qui ressortent de façon à ce que les eaux soient recyclées ou bien que ça ne puisse pas impacter l'environnement. En ce moment, on peut dire que nous avons la possibilité d'aller au niveau de ces financements dédiés pour bénéficier de leurs ressources. Et ces fonds sont peut-être disponibles au niveau de la BAD, au niveau de la BADIA, au niveau de certaines structures qui sont spécialisées. Il y a des fonds d'investissement à travers le monde. Et si vous prenez la finance bleue, comme je l'ai dit, ça c'est les ressources, aquaculture, on parle d'environnement écologique. Aujourd'hui, vous avez de plus en plus dans notre environnement des espaces de loisirs, mais il y en a qui vont vous dire que nous sommes un espace de loisirs écologique parce qu'ils sont venus s'implanter dans un environnement sans déraciner tous les arbres, en essayant de s'implanter tout en préservant l'environnement dans lequel nous trouvons. Donc, il y a beaucoup et de plus en plus, il y a des plateformes qui sont là où les gens, comme M. Denis l'a dit, les business angels ont des ressources qui vont sur ces plateformes pour pouvoir appuyer les projets qui sont à leur démarrage, parce que c'est un pari, tout financement est un pari. En regardant un projet, après l'avoir analysé, je me rends compte que en injectant mes ressources, la rémunération sera meilleure. Alors à travers ces plateformes, on identifie ces projets et puis on peut financer, contribuer au financement de ces projets en espérant sur des rentabilités meilleures. Donc il y a plusieurs. Donc pour moi, le plus important d'abord, c'est d'avoir un projet structuré. Si on a un projet structuré, alors en se rapprochant du spécialiste, celui-là pourra vous orienter sur le financement classique ou bien sur un financement innovant. L'objectif étant que le projet soit financé. Très bien, merci beaucoup, M. Pildo. Je pense que cette réponse peut s'applaudir, s'il vous plaît. Ce sont des moyens qui nous permettent d'avoir toutes les clés spécifiques pour avoir un accès à tout ce qui
qui est financement. Donc, M. Guindo a parlé de finances vertes. Donc, c'est tout ce qui. Je pense que M. Guindo, ça concerne un peu tout ce qui est normes ESG, voilà, tout ce qui rentre en compte dans l'impact que l'entreprise peut avoir sur son environnement, sur la société même, c'est-à-dire créer des emplois pour les habitants aux alentours. Par exemple, lorsque nous sommes dans certaines boucards, dans certains endroits à l'intérieur du pays, créer une entreprise qui peut permettre aux habitants de cet endroit-là de pouvoir avoir des métiers et pouvoir faire évoluer en fait son environnement. Monsieur Guindo a parlé de structuration. Je pense que la structuration, on part vers la prochaine question. La prochaine question qui est la structuration des entreprises. Alors, vous avez dit que pour pouvoir avoir accès à ce financement-là, il faut une bonne structuration. Donc, il faut pouvoir non seulement avoir une bonne structuration juridique, ça on le sait, mais avoir aussi une bonne structuration au niveau des opérations. Donc, est-ce que, M. Guindo, donc je pense que vous allez poursuivre et aller plus en profondeur sur cette question. Donc, quelles sont les meilleures pratiques pour structurer une entreprise afin de garantir une croissance durable? Ok, merci beaucoup. Déjà, vous savez, nous sommes dans un environnement où on parle de prédominance des TPE, c'est-à-dire les très petites entreprises et les PME. On parle de 80 à 90%, mais on parle aussi de 80 à 90% de ce même segment qui évolue dans l'informel. Alors, c'est là où il y a le principal problème pour pouvoir bénéficier du financement, parce que l'objectif, c'est que moi, en tant qu'Ali Guindo, j'ai mon projet dans ma tête. Je sais si j'ai tel montant, si j'ai tel truc, je pourrais réaliser mon projet. Ça va me permettre de réaliser les ambitions que j'ai. Mais comment je vais faire en sorte que ce projet puisse être maîtrisé par mon vis-à-vis qui est bailleur de fonds, c'est-à-dire à savoir la banque. C'est là où, si je vais le voir, il va dire, mais attendez, votre projet n'est pas structuré, parce que le langage que moi je lui parle, lui, il ne comprend pas ça. Et c'est là où on va parler de la structuration. On va me dire d'abord, il faut que je quitte le secteur informel. Vous allez trouver que M. X est là depuis 5 ans, 10 ans, il fait la même opération et puis il arrive quand même à se réaliser à travers cette activité. Mais quand il va au niveau de la banque, on va lui dire qu'il faut créer une société. Il va créer une société tout en ayant son expertise et son expérience. Et ça, c'est le premier pas de la structuration, c'est de formaliser, de quitter le secteur informel pour aller vers le secteur formel. Et à partir de là, maintenant, on va créer une société, ça peut être, je peux être seul, je peux être avec des gens, etc. Et en fonction de ça et de la taille des entreprises, il y aura la structuration. Ça va nous amener à faire quoi? À tout simplement réaliser un business plan. Et ce business plan, il va se baser, si c'est un projet qui est tout neuf, il sera uniquement vers le prévisionnel. Mais si c'est une entreprise, un monsieur qui est là, ça fait 5 ans, il fait la même activité, alors avec l'appui de certains spécialistes ou de certaines structures de financement, on peut même réaliser son historique. Qu'est-ce qu'il a fait comme activité, quel est le chiffre d'affaires qu'il a fait, quelles sont les charges, etc., etc. Nous avons eu l'expérience de faire ça, par exemple, dans une banque où on envoyait des jeunes diplômés aller carrément voir des gens qui sont dans les formels et sur la base des échanges avec eux, on arrivait à leur faire un bilan. Comment ça va se passer? On dit, monsieur, ok, vous avez combien vous payez comme marchandise peut-être par semaine, etc. Vous allez trouver que peut-être il a un registre. En tout cas, il va me dire, voilà les charges que je fais. Bon, la boutique que vous occupez, est-ce que ça vous appartient? Oui, ça m'appartient, ça veut dire que les frais de location sont zéro. Non, ça ne m'appartient pas, je paye 10 000 francs par mois, ça veut dire que les frais charges de location, c'est ça. Ensuite, combien je paye l'électricité, l'eau? Au-delà de ça, est-ce que à la maison m'appartient ou bien je suis en location? En fonction de ça, on essaie de déterminer toutes les poches de charges que le promoteur supporte, et ce montant, on le met quelque part. Ensuite, on vient au niveau de son activité, on discute
discute avec lui combien vous vendez par jour, si vous achetez à tel prix, vous vendez à combien, et à partir de là, on arrive à faire un compte d'exploitation prévisionnelle. Et donc, sur cette base, on essaie d'appréhender la rentabilité de l'entreprise. Naturellement, ce n'est pas formel parce que le bilan doit être certifié. Le monsieur n'a pas d'entreprise, donc on va lui dire, ok, allez-y créer une entreprise. Ça peut être une entreprise individuelle, il y a différentes formes, les juristes savent mieux que ça. Moi, et ensuite, on lui fait un bilan sur la base des changements qu'on a eu. Et sur cette base, le montant qui lui reste, après avoir supporté toutes ces charges, nous pouvons prendre une partie comme base de remboursement et lui faire un prêt. Parce que c'est le cash flow qu'il a après avoir supporté ces charges. Et donc, en fonction de ça, on aura formalisé l'entreprise. Et donc, on va vers le bailleur. Maintenant, si c'est un dossier qui se trouve dans un champ bien spécifique, qui nécessite qu'il y ait, ça veut dire que c'est une certaine taille, qu'il y ait des études d'impact environnemental et social. Donc, en fonction de ça, on va dire oui, il faut trouver un mécanisme qui permette de traiter les eaux rejetées par l'entreprise, ou bien, par exemple, pour ceux qui sont dans leur paillage, ils utilisent du mercure pour le traitement, et ce qui a un impact très négatif sur l'environnement, alors que les grandes usines sont dotées de mécanismes qui permettent de récupérer et de traiter toutes ces eaux usées. Donc, pour moi, le plus important, c'est que le promoteur lui-même puisse, en ce moment, en fonction de sa taille, présenter un document spécifique, et les réponses vont nous permettre de structurer le projet. Et c'est avec la structuration que nous parlerons le même langage que le banquier. Quand vous prenez ce matin, j'étais à un forum où on disait que 85% des demandes de financement adressées par les PME sont rejetées parce que tout simplement, les projets ne sont pas présentés dans un langage que le banquier connaît. Et c'est là où on a recours à des spécialistes comme M. Dédi, qui vont permettre de structurer et aller au contact des banques de façon à ce que les fonds puissent être mobilisés. Effectivement, il y a une phrase qui me fait sourire souvent, c'est que les PME se plaignent que la banque ne veut pas leur donner du financement, et la banque se plaint de ne pas trouver de personnes à financer. Donc je pense que c'est exactement ce que vous avez dit, puisqu'ils ne parlent pas le même langage. Effectivement, ils ne peuvent pas avoir de moyens de pouvoir collaborer ensemble. Monsieur Dédi, vous voulez rajouter quelque chose à cet aspect? Je vais revenir sur quelque chose que j'ai déjà dit. En dehors de votre famille, en dehors de vos amis, et même là encore, tous ceux qui veulent vous donner de l'argent vont vous exiger un certain nombre de documents. Parce qu'ils ne veulent pas mettre leur argent dans le billard. Comme M. Guindo l'a dit, les chiffres même sont beaucoup plus importants que 85%. Peut-être on frôle les 90-95% des demandes de financement qui sont adressées, qui sont rejetées. De l'autre côté, vous l'avez si bien dit, tu as les entrepreneurs qui disent ah, on n'est pas financé. Et je reviens à cet exemple. Moi, quand je reçois des clients au bureau, je leur dis oui, vous voulez de l'argent, qu'est-ce que vous avez? Et comme M. Guindo l'a dit, c'est en ce moment que l'individu va dire ah non, je pense à faire peut-être de l'import-export, je vais commencer par les pièces détachées, et puis bon, après, si ça n'a pas marché, je vais faire peut-être de la volaille, ce genre de choses. Mais tout ça, ce n'est que dans sa tête. Donc, comment est-ce que l'investisseur, celui qui doit vous prêter de l'argent, à quel moment il est capable de vous ouvrir la tête et puis de saisir la pertinence de votre projet et ensuite de le financer? Pour avoir de l'argent d'une source qui est différente de votre famille ou bien de vos amis, il faut présenter des documents. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif de ces documents-là, c'est de leur apporter le plus d'assurance possible de ce que l'argent qu'ils vous donnent, l'argent qu'ils vous prêtent, pourra leur revenir. Et ça m'amène à dire la chose suivante. La première des choses pour un entrepreneur, c'est comme M. Bino l'a dit, vous sortir de l'informel.
Abidjan, quand on crée une entreprise, il y a les impôts, il y a les taxes, et ainsi de suite. Moi, chaque fois que j'en parle, je vais inviter les gens au civisme fiscal. Parce qu'on ne peut pas être dans nos salons et se plaindre du fait qu'on ne construit pas les routes, on ne construit pas les hôpitaux, et ainsi de suite, si on ne veut pas payer les impôts et les taxes. Parce que les hôpitaux, les écoles que l'État construit, c'est sur la base de nos impôts et des taxes que nous reversons donc à l'État. Ça, c'est le premier élément. Et puis à côté de ça, il y a des mécanismes d'incitation fiscale qui sont mis en place. Par exemple, lorsque vous ouvrez une entreprise en Côte d'Ivoire, lorsque vous ouvrez une entreprise dans une ville de l'intérieur, vous bénéficiez d'un certain nombre d'avantages fiscaux que lorsque vous l'ouvrez sur Abidjan. Donc ce sont ces éléments-là d'optimisation fiscale qui sont légaux. Je ne demande à personne de frauder fiscalement. Non, non. Il y a des mécanismes d'incitation fiscale légaux qui existent, de sorte à payer des taxes et des impôts, donc optimisés. Donc le premier élément déjà, c'est de sortir de l'informel, c'est de structurer son entreprise. Moi j'ai mon collaborateur qui est derrière, il peut l'aider, ça fait que tout le monde le voit. Quand ils s'en vont faire soit déposer des appels d'ordre ou bien faire des courses pour le compte de l'entreprise, même le reçu du Yango, je demande. Je demande parce qu'il faut retracer l'ensemble des dépenses de l'entreprise. À la fin de la journée, pour pouvoir déterminer est-ce que je suis en train de faire une business qui est rentable ou pas. Mais on a des entreprises où aujourd'hui la femme du patron est malade, on voit la comptabilité sans pièce justificative, alors on va soigner la dame, donc c'est bien, c'était une question de vie ou de mort, on devait la soigner, il n'y a pas de problème. Mais après, il faut que cela soit retracé dans les comptes de l'entreprise, d'une façon ou d'une autre. Donc le véritable problème, c'est qu'on a très peu d'entreprises qui sont structurées. Parce qu'il y a des mauvaises informations qu'on a accumulées au fil du temps. Ah donc quand on ouvre une entreprise, on va payer des impôts et des taxes qui vont venir tuer l'entreprise. Donc on préfère rester dans l'informel, ainsi de suite. Mais quand vous êtes resté tout ce temps dans l'informel, comment est-ce qu'on puisse s'imaginer que des gens vont venir nous prêter de l'argent? Donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, le projet pour lequel vous demandez un financement, vous devez pouvoir le structurer également. Et structurer le projet, ça veut dire quoi? En des termes simples, ça veut dire le projet, voilà comment il est organisé. On veut par exemple, je vais prendre un exemple, on veut faire une entreprise qui va proposer des jus naturels sur Abidjan. D'accord? Donc, sur 3 ans ou bien sur 5 ans, on veut avoir une image de comment est-ce que ce projet-là va se passer dans le temps. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez acheter en matière première? Quels sont les types de fruits que vous allez aller prendre? Soit des bananes, des oranges, des pamplemousses, tout ce qu'on peut imaginer. Combien ça va représenter? Quelles sont les autres charges que vous allez supporter? Peut-être que vous allez prendre comment on appelle vous allez avoir des stands, vous allez acheter des récipients réfrigérants, ainsi de suite. Tous ces éléments-là. Ensuite, sur la base de ça, à combien est-ce que vous allez vendre chaque pot de jus que vous allez vendre, que vous allez proposer? Et ça nous permet de déterminer est-ce que l'activité que vous faites là est rentable. Et tout ça, vous devez l'écrire. Et malheureusement, comme on est en Afrique, les gens n'aiment pas trop quand je dis ça, mais en Afrique, on a des traditions orales. Donc, on n'aime pas écrire. On n'aime pas des traditions écrites. On n'aime pas écrire. Donc, c'est tout ça que vous écrivez. Vous dites, le projet que je veux faire, voilà X, ça va représenter le nombre de dépenses que je vais faire, voilà les revenus que j'espère, et voilà la rentabilité que ça va me dégager. Et dépendamment de la qualité, de votre qualité, c'est-à-dire est-ce que vous êtes nouveau sur le secteur, est-ce que vous avez de l'expérience ou non, celui qui veut vous prêter de l'argent va analyser donc tous ces aspects. Il y a d'autres qui disent ah mais je veux par exemple faire une entreprise de production de jus de fruits. J'ai mis mon terrain qui a un ACD en garantie qui lui vaut 500 millions, mais la banque malgré tout ça refuse de me financer. Le rôle premier de la banque, ce n'est pas de vendre un terrain, parce
Parce que très souvent on se trompe, on se dit comme ce que je présente en garantie est beaucoup plus élevé ou se rapproche du montant du financement demandé, donc naturellement je dois avoir le financement. Non, le rôle de la banque, c'est de te prêter de l'argent. La banque, elle vend de l'argent. Elle emprunte de l'argent quelque part, par exemple à 5% de taux d'intérêt, et elle vous le revend à 8%. C'est comme ça que la banque fait son chiffre d'affaires. Et exceptionnellement, elle va faire des saisies pour aller vendre et ainsi de suite. Mais entre le temps où elle saisit votre bien, elle le propose sur un marché, elle le vend, ensuite elle récupère ce qu'elle vous a prêté, beaucoup de temps peut passer. Donc le rôle premier de la banque, ce n'est pas de vendre vos biens que vous avez mis en garantie. Ce que la banque ou tout type d'investisseur va regarder, c'est est-ce que votre projet là, il est viable? Est-ce que votre projet il est viable? Est-ce qu'il est rentable? Est-ce que vos hypothèses, si on est dans une situation où vous avez prévu d'avoir un chiffre d'affaires qui va croître de 5% par an, est-ce que si on est dans une situation où le chiffre d'affaires ne croît que de 3%, est-ce que votre projet reste toujours solide? Donc ce sont ces éléments-là qu'il faut se poser comme question d'abord. Est-ce que mon entreprise ou mon entreprise est structurée? Est-ce que mon projet il est structuré? Est-ce qu'il est viable? Est-ce que s'il y a un retournement de situation, je suis en même de faire face à mes obligations, c'est-à-dire à l'argent que j'ai emprunté ou à tout ce qu'on peut imaginer. Donc ce sont ces éléments-là qui vous emmènent à structurer donc progressivement votre projet pour le rendre de la façon la plus digeste possible pour celui qui va vous financer. Et c'est en ce moment-là où des entreprises comme les nôtres interviennent, comme M. Guy l'a dit. Nous, on est des conseillers financiers. On comprend à la fois le langage des prêteurs, donc des investisseurs, que ce soit en fonds fonds d'investissement, des banquiers et tout. On comprend leur langage. On comprend également le langage des entrepreneurs. Et notre rôle, c'est de trouver un langage de compromis que les deux parties puissent comprendre. C'est pourquoi lorsque vous démarrez des projets qui nécessitent du financement, n'hésitez pas à vous rapprocher des experts en la matière, comme des banques d'affaires comme nous, ou des juristes, parce que ça va nécessiter des aspects juridiques, ou des comptables si on n'a pas de notion en comptabilité, ce genre de choses. Le vrai problème, malheureusement, sur notre topic, c'est qu'on ne veut pas s'adjoindre ce genre d'expertise, pour diverses raisons. Parce qu'en Afrique, on a une vision très patrimoniale du business. C'est-à-dire que je fais une activité, à la rigueur même, je n'ai même pas envie d'en parler autour de moi. Ah non, si je parle de mon projet là, les sociétés vont me tuer, ou bien si je parle, les gens vont me voler le projet, et ainsi de suite. Je vais vous donner une anecdote pour terminer. Il y a 6 ans environ, j'accompagnais un groupe on va dire, d'experts en aviation ivoiriens, très brillants, ils avaient un CV non comme mon bras, très brillants, et ils voulaient mettre en place une société d'aviation privée. Et nous, on était chargés de les conseiller. Et quand ils ont fini, ça représentait à peu près 30 milliards pour lancer le projet. Donc je leur ai demandé, mais dans les 30 milliards, vous-même vous avez combien? Ils disent, ah non, on fait de l'apport en industrie. L'apport en industrie, ça veut dire que notre expertise, ce qu'on connaît, c'est ça que l'on apporte à l'entreprise. C'est bien, ça peut se valoriser. Mais en termes monétaires, ils n'avaient rien à apporter. Mais le projet était tellement bien monté, donc on a fait un roadshow au Qatar et tout. Et puis, on a des Qataris qui étaient prêts à investir dans l'entreprise. Donc, ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils vont apporter les 30 milliards de financement, mais en retour, ils vont détenir 85% du business. Comment? C'est normal. Mais je vois des gens qui ont commencé à dire, vous voyez, et c'est la même réaction que les gens ils ont eu. C'est-à-dire la chose suivante. Tu ne vas rien apporter dans 30 milliards. Quelqu'un qui va apporter les 30 milliards et en retour va te donner 15%, tu dis que tu ne veux pas. Parce que c'est toi qui as pensé le premier au projet. Donc très naturellement, ils ont refusé. Les Qataris sont retournés avec leur argent. Et jusqu'aujourd'hui, la société n'a jamais pu voir le jour. Parce qu'on a une dimension très patrimoniale de l'activité. Et ce qui fait qu'on n'arrive pas à sortir de notre zone de confort. Quelqu'un met 30 milliards dans un business et puis te donne 15%. Dès le lendemain, les 15%, ça représente 4,5 milliards. Donc
tu es passé de 0 francs à une fortune de 4,5 milliards, tu dis que tu ne peux pas. Parce que c'est ça la réflexion qu'il faut mener derrière. Voyez-vous? Et on a plein d'entrepreneurs, ça c'est à une grande échelle, on a plein d'entrepreneurs qui réfléchissent de cette façon. Parce qu'on a une dimension très patrimoniale de l'activité. Même quand nous sommes dans des processus d'ouverture de capital, tu regardes souvent dans les yeux du fondateur, mais il est fâché. Pourquoi il va ouvrir son capital aujourd'hui? Parce qu'on confond beaucoup de choses. Et c'est pourquoi il faut se rapprocher des experts. Vous pouvez détenir 2% du capital de votre entreprise, mais avoir 98% des droits de vote. Aujourd'hui, quand on dit Facebook, on voit qui? Mark Zuckerberg, n'est-ce pas? Je vais vous donner cet exercice de maison. Après, allez regarder Mark Zuckerberg, combien de pourcents il a dans Facebook. Il n'est pas actionnaire majoritaire de Facebook. Mais sur les droits de vote, de décision, il a le maximum. Donc ce sont ces éléments-là qu'il faut que vous puissiez voir. Parce que il y a deux catégories. Il y a les agents à capacité de financement et puis il y a les agents à besoin de financement. Lorsque vous demandez des fonds, vous êtes un agent à besoin de financement. Mais ceux qui sont en face, ils ont des conditions. Vous devez vous assurer de rentrer dans ces conditions-là, naturellement en préservant la pérennité donc, de votre entreprise. Donc, lever les financements de quelque façon que ce soit, ça passe nécessairement par la structuration de votre entreprise, par la structuration donc, de votre projet. Et comme je l'ai dit dans le thème 5, la structuration d'un projet, c'est de dire comment est-ce qu'on met des éléments pour assurer la viabilité de ce projet ou de mon entreprise. Et une fois que ça c'est fait avec ces documents et l'appui des experts, vous allez taper aux différentes portes. Il y a des gens que nous on a accompagnés, qui n'étaient pas présents dans les secteurs qui ont obtenu du financement, parce que les éléments qu'ils ont présentés rassuraient la banque ou rassuraient les investisseurs. Aujourd'hui, il y a des investisseurs qui sont moins exigeants, comme des business angels. Il y en a sur la place d'Abidjan, voilà, qui demandent moins de documents qu'un fonds d'investissement ou qu'une banque. Mais à la fin de la journée, ceux-là aussi, il faut les rassurer. Parce que les gens ont travaillé pour avoir leur argent. Donc, ils ne veulent pas vous donner leur argent et puis demain, ils ne pourront plus recouvrir cet argent. Effectivement. Donc, essayez aussi de vous mettre à leur place. Je ne vous coupe pas la parole, mais on a une certaine pensée aussi, je pense. Je parle pour certaines personnes que lorsqu'une personne viendra, par exemple, investir son argent dans notre entreprise, certes à 85%, donc je vais nous aider, Mark Zuckerberg a à peu près 13% dans son entreprise. Donc, quand on regarde sa fortune, bon, je pense que 13% c'est quand même suffisant. Mais on a souvent l'impression que ces personnes-là qui viennent investir dans nos entreprises voudraient imposer, sinon modifier même la vision de celui qui a l'entreprise. Je pense que ça peut être un argument qui fait que certaines personnes ne veulent pas que, par exemple, les business angels ou ces sociétés-là viennent investir dans leur capital et finalement changer la vision qu'ils voudraient avoir de leur business dans le futur, puisqu'on parle de développement durable. Oui, bien sûr. Et le cas que vous dites, ça arrive bien souvent où tu as des investisseurs actifs qui, lorsqu'ils veulent rentrer dans votre capital ou veulent vous prêter même des fonds, veulent changer l'ADN de l'entreprise en lui-même. Et c'est à ce moment-là que vous devez, parce que jusqu'à ce que le financement soit mis à votre disposition, ce sont des négociations. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec l'investisseur X, parce qu'il veut changer la stratégie de votre entreprise, parce qu'il veut changer l'ADN, bien sûr, après avoir analysé objectivement. Parce que souvent, il peut arriver qu'on nous-mêmes on s'enferme dans des cartons et on ne veut pas écouter la voix qui est en face. Voilà, ça peut arriver. Mais souvent, de façon objective, quand vous analysez, vous voyez que l'individu qui arrive veut me faire changer de trajectoire, bien veut me faire changer l'ADN de mon entreprise ou la direction qu'il veut m'imposer. Je reste convaincu intimement que cette direction-là ne va pas permettre à l'entreprise de se développer. En ce moment-là, vous êtes libre. Parce que lorsqu'on vous apporte le financement, on ne vous lie pas les mains. C'est vous qui analysez de façon totalement objective en disant ce financement, je suis à l'aise avec, ça, je ne suis pas à l'aise avec, et ainsi de suite.
Nous, on est arrivé dans des cas où il y avait des investisseurs en capital qui devaient rentrer dans une entreprise pour un même montant qui demandait une détention au capital moins importante qu'un autre investisseur, mais le client a choisi de partir avec celui qui voulait lui donner le même montant mais avec un niveau de détention capital beaucoup plus important parce que ce dernier-là et lui avait la même vision en termes de développement de l'entreprise. Donc ça dépend maintenant de l'entrepreneur et de la foi qu'il met dans son projet ou dans son entreprise, mais comme je le dis de façon totalement objective. Parce que quand on fait le business, on met les émotions de côté. Voilà. Et ça, c'est fondamental. Parce que nous, on est très. C'est vrai que Senghor l'a dit, les gens n'ont pas aimé. Bon, je ne vais pas répéter ça ici, mais vous savez ce que Senghor a dit. Mais nous, on met beaucoup d'émotions dans ce qu'on fait. Voilà. Monsieur Guindo, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à ça et nous appesantir un peu plus sur la possibilité, c'est-à-dire parler de ce sujet-là, mais la possibilité d'avoir plusieurs sources de financement. Parce que ça aussi, ça peut nous aider à pouvoir garder comme l'ADN de notre entreprise. Oui, effectivement, vous savez, l'élément le plus important, c'est que l'entreprise, pour pouvoir garder l'ADN de son entreprise, c'est qu'il ne faut pas être trop minoritaire en termes. Parce qu'il y a plusieurs modalités d'apporter des ressources à l'entreprise. C'est vrai, il y a le capital. On peut créer le capital d'une société avec 1 million. Mon objectif, c'est que si on est 2, je puisse avoir 51%. Je garde le contrôle de mon entreprise. Je n'ai pas 51%, j'ai 40%. Je fais en sorte que j'ai en face de moi 2 ou 3 personnes qui puissent avoir des montants, des taux plus petits, et de façon à ce que même s'ils se mettent ensemble, que leur taux, en tout cas je garde ce qu'on appelle une minorité de blocage. Alors comment ça va se faire? C'est qu'on va faire des apports en capital, mais au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle du capital. Autant il y a le cuir, il y a le simili-cuir, mais autant il y a le capital, et puis il y a ce qu'on appelle, par exemple, on peut utiliser un mécanisme qu'on appelle le compte courant d'associé. L'actionnaire peut faire un prêt à l'entreprise tout en étant actionnaire. J'ai 5% d'entreprise dans le capital, mais comme j'ai des ressources et que l'entrepreneur qui est en face de moi veut garder le contrôle de sa société, il va dire, bon, c'est très simple, ces ressources-là, oui, je te donne tel pourcentage, mais ces ressources-là, tu me les donnes sous forme de prêt. On appelle ça quasi-fonds propres. Donc, ça peut aller sur 5 ans, sur 7 ans, sur 10 ans, suivant l'accord que nous allons, sur lequel nous allons convenir. Et comment ça va se passer? C'est que, bon, l'autre va dire, oui, je vous donne les fonds, je les place dans l'entreprise pour qu'on puisse réaliser, mais chaque année, vous allez me donner tel intérêt. Et puis, voilà la modalité de sortie de mes ressources. Donc, en ce moment, on va mettre un tableau d'amortissement parce qu'il ne s'agit pas de faire en sorte que si je reprends toutes mes ressources, ça veut dire que l'entreprise va aller à la faillite. En ce moment, je vais récupérer progressivement tout simplement mes ressources, mais de façon à ce que, en tout cas là, l'équilibre soit là et que la rentabilité et la viabilité de l'entreprise soient préservées. Donc c'est pourquoi tous ces éléments, effectivement, celui qui est en face de moi, qui est l'entrepreneur, n'a pas toutes ces connaissances, mais le spécialiste que vous aurez en face qui est dans votre camp et qui va vous accompagner, c'est lui qui va en ce moment vous proposer les solutions qui pourraient faire en sorte que l'ADN de l'entreprise soit préservé. Donc voilà un peu quelque chose qui peut faciliter la structuration. Très bien, très bien. Je voudrais qu'on puisse retenir, en tout cas, cette question de structuration qu'il faut, et nos panélistes ont insisté sur ce point, il faut sortir de l'informel et aller sur le formel. Voilà. Et une deuxième chose que nous voulons retenir par rapport à ce que nos panélistes ont dit, pour une société qui existe déjà, il faut avoir une bonne gouvernance. Moi, je voudrais insister sur le point d'une séparation au niveau pour l'exemple que M. Dédier a donné tout à l'heure en disant que cette personne a été malade et il a fallu utiliser l'argent de la société pour payer les soins de la personne. Il faut vraiment séparer l'activité de l'entreprise
on va dire, à vos dépenses personnelles. Alors, on a parlé de structuration, mais notre thème allait aussi sur l'accompagnement. Je pense que vous avez parlé de tout ce qui est garanti, donc on va en parler un peu plus tard en faisant un focus sur le fonds de solidarité africain de M. Guindo. Je voudrais qu'on puisse s'appesantir un peu sur l'accompagnement des entreprises. Donc, vous avez parlé de structuration, mais pour aller vers cette structuration qui permet à la banque d'avoir le même langage, aux entreprises d'avoir le même langage, à la start-up, à la PME, d'avoir le même langage que la banque ou toute forme d'investissement innovant, il faut que ces entreprises-là soient accompagnées, comme vous l'avez dit tout à l'heure, M. Dédi. Est-ce qu'il existe des structures qui permettent un accompagnement de ces entreprises-là, des mentors, des partenaires pour pouvoir développer une entreprise de façon durable? Oui, il y a une pléthore d'acteurs qui se placent entre donc les entreprises, les porteurs de projets et puis les investisseurs, les financiers. Déjà, vous pouvez avoir un conseil juridique, d'accord? Vous pouvez y aller cabinets de conseil juridique voilà, qui vont vous accompagner sur les aspects légaux, fiscaux de votre entreprise. Alors, souvent on se dit, ah mais est-ce que moi, ma petite entreprise que je viens de créer là, est-ce que j'ai besoin d'un conseil juridique? Oui, vous en avez besoin parce que vous allez faire des actes juridiques. Maintenant, après, la question de est-ce que j'ai l'argent pour pouvoir payer ce genre de service, elle peut se poser après, mais déjà vous devez pouvoir y penser. C'est-à-dire qu'il faut se mettre déjà dans la disposition de je veux bâtir une entreprise forte, une entreprise solide, une entreprise qui est sérieuse. Et c'est en ce moment-là que ceux que je vais trouver en face de moi également vont faire preuve de sérieux. Donc ça peut commencer par soit un ami ou quelqu'un de proche qui a fait le droit, qui peut vous conseiller sur trois éléments. Si vous avez la chance de rencontrer des financiers, ils peuvent, dans un cadre peut-être pas forcément formel, vous accompagner sur l'établissement d'un business plan, ou bien la compréhension même des différents postes de dépenses ou de revenus de votre entreprise. Ça, c'est vraiment si vous voulez rester dans les cadres informels. Sinon, à côté de ça, il y a des conseillers financiers, donc des gens qui font du conseil financier, comme nous on le fait. Où vous venez, nous on est comme des docteurs. Moi, c'est ce que je dis toujours à mes prospects ou bien à mes clients. Vous venez, on va signer un accord de confidentialité, c'est-à-dire tout ce que vous allez me donner comme information ou tout ce que vous allez me transmettre comme documentation, je n'ai pas le droit donc de le diffuser ailleurs, en dehors de notre cadre. C'est ce qu'on appelle un accord de confidentialité. Une fois qu'on finit de le signer, c'est comme quand vous allez voir le docteur, vous me dites tout sur votre entreprise, tout sur votre projet. Et c'est sur cette base-là que moi, je vous accompagne dans la structuration de votre demande de financement. Et je sais vous dire, pour tel type de financement, c'est tel acteur qu'il faut qu'on aille voir. Pour tel autre type de financement, c'est tel acteur qu'il faut qu'on aille voir. Ce qui va sans dire que si vous me donnez de fausses informations en entrée, je vais traiter une fausse information et à la fin, on aura un faux résultat. Rabichat. C'est ça. Donc, ces personnes-là sont là, et comme M. Dino l'a dit, c'est très important, peut-être il a dit de façon anodine, mais le conseil financier, il est de votre côté. Il est dans votre camp. Il m'est arrivé des fois où tu as le client en face qui veut te cacher certaines choses, alors que bon, la comptabilité ou la finance, à la fin de la journée, on doit retomber sur nos pieds. Donc si tu commences à me mentir quelque part, je saurai que tu es en train de me raconter des histoires. D'accord? Tu me présentes un business plan où pendant les 15 années antérieures, tu n'as jamais dépassé 3% d'évolution des chiffres d'affaires, mais tu restes convaincu qu'à partir de l'année prochaine, tu vas faire 50% d'évolution des chiffres d'affaires. On peut accepter, mais sous quelles conditions? Qu'est-ce qui justifie cela? Est-ce qu'il y a une nouvelle technologie que tu vas introduire? Non. Est-ce qu'il y a ceci? Est-ce qu'il y a cela? Non. Mais qu'est-ce qui justifie ce changement brusque dans l'évolution de ton entreprise? Donc ce sont ces éléments-là. Donc il y a ces personnes-là comme nous autres, comme d'autres structures. Aujourd'hui, tu as Côte d'Ivoire PME qui existe,
on a des gens qui sont à votre disposition que vous pouvez aller voir. Donc maintenant, il y a le guichet unique des petites et moyennes entreprises, le GUT PME Côte d'Ivoire, qui existe avec des conseillers qui y sont, qui peuvent vous guider. En fait, il faut se mettre dans une disposition de je veux faire croître mon entreprise à tel niveau. Et c'est ça qui vous donne la démarche. Tant que vous allez ne pas vouloir affronter ce genre de chemin-là, bien sûr, on va rester dans de petits sujets. On va toujours nous appeler TPE, très petites entreprises. Quand on est un peu gentil, on nous bascule dans PME, petites et moyennes entreprises. Mais à quel moment on sera aussi dans les grandes entreprises? Mais ça, c'est le travail acharné de l'entrepreneur qui décide de structurer son entreprise, qui décide de clarifier les choses et qui va voir ceux qui s'y connaissent pour l'accompagner. Aujourd'hui, il y a les fonds d'investissement qui viennent nous voir. Est-ce que vous n'avez pas dans votre portefeuille des entreprises dans lesquelles on veut investir X millions de dollars, ou bien X mille dollars, ainsi de suite? Mais souvent, quand vous prenez votre portefeuille, les gens avec qui vous discutez, mais ils ne cochent pas les cases. Ils ne cochent pas les cases parce que les gens ne veulent pas produire d'état financier, les gens ne veulent pas payer leurs impôts, ainsi de suite. La clarté de l'information. Est-ce qu'en termes de communication financière, on peut y voir clair? Malheureusement, souvent on se plaît dans tellement de choses parce qu'on se dit que bon, quand tout n'est pas clair, on a l'opportunité de dissimuler ou cacher des choses. Mais dans ce cas-là, on n'aura pas assez à ces financements. Souvent, il y a des gens qui viennent nous voir, ils disent non, ils veulent 1 milliard de francs CFA en termes de financement, ou un peu plus. Mais quand tu regardes dans le détail, qu'est-ce qui nous permet d'arriver à 1 milliard de besoins de financement? Tu n'arrives pas à boucler les chiffres. Parce qu'en réalité, peut-être que le besoin il était de 300 millions, mais bon, il y a 2 ou 3 maîtresses à côté, donc on doit payer des maisons, donc je vais mettre ça aussi dans le financement. Mais sauf que l'investisseur, il ne finance pas les maisons des maîtresses, il finance une entreprise. Tu vois? Donc, c'est tout cela qu'on doit pouvoir analyser ensemble. Et les structures d'accompagnement, elles existent. Il faut juste s'approcher des personnes ressources comme les banques d'affaires, comme nous autres, comme Côte d'Ivoire PME que j'ai cité, comme le GUT PME que j'ai cité. Il y a les experts du CPC qui sont là, qui pourront vous dire les exonérations fiscales que vous pouvez avoir, dépendamment du fait que vous soyez installé en région ou bien à Abidjan. Est-ce que vous pouvez bénéficier du code des investissements? Tous ces éléments-là. Le problème, c'est que parfois, on ne veut pas aller aussi à l'information. Ouais, on ne veut pas aller à l'information. On préfère rester dans le schéma habituel de dire ah, on a des projets, mais on ne finance pas les jeunes. On a des projets, mais on ne finance pas les entreprises en Côte d'Ivoire. Les marchés bancaires ont traversé une grosse crise de surliquidité il y a quelques années. Ça veut dire qu'il y avait de l'argent à profusion. Ils ne savaient pas dans quoi mettre cet argent. Donc, voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Merci, M. Bédi. Monsieur Hino, alors on a parlé de structures qui pourraient accompagner l'exemple de M. Bédi parle un peu des PME, des TPE, mais je voudrais aller sur les startups par exemple, donc, les structures comme les incubateurs. Est-ce qu'il y a ce genre de structures-là ici qui peuvent permettre aux startups de pouvoir aider les startups à pouvoir avoir un développement durable, en tout cas commencer déjà avec ces structures-là? Ok, merci beaucoup. En fait, quand on parle de TPE, de PME, PMI, il y a plusieurs niveaux. Les startups sont financées. Les startups, c'est quoi? C'est tout simplement une activité qui part de zéro et qui est financée. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est toujours une base réelle. Moi, j'ai une ambition pour pouvoir réaliser un projet. Je vais prendre un projet dont je n'ai pas connaissance. Moi, je veux faire par exemple de l'aviculture, mais je ne suis pas vétérinaire, je n'ai pas fait l'élevage de poussins, etc., etc. Mais je peux le faire, mais comment je vais le faire? C'est que je vais chercher le spécialiste qui va m'accompagner. Et donc, quand on prend les startups, vous voulez soit vous démarrer à zéro sur fonds propres,
par exemple, et puis à partir de là, vous êtes dans le secteur informel, vous faites de l'expérience au jour le jour, et à partir d'un certain moment, vous allez au niveau d'une banque ou d'un bailleur de fonds pour dire je veux un financement de X pour pouvoir réaliser telle ambition. En ce moment, je suis, oui, une start-up parce que je suis au niveau de mon premier financement. Mais il se trouve que l'expérience que j'ai engrangée en tant que personne physique par ailleurs, ces 2 ans, 3 ans, je fais la même activité. Je suis tombé plusieurs fois, je me suis relevé. Et là, j'ai acquis une somme d'expérience qui font que je peux en ce moment défendre. Et comme M. Denis l'a dit, c'est comme, ils sont comme un décodeur. C'est-à-dire que là, il y a l'entreprise qui a l'entrepreneur qui a son projet en tête mais qui ne sait pas le présenter, et eux, ils sont là, ils peuvent transcrire ce projet en un langage qui est lisible par le bailleur de fonds. En ce moment, les deux pourraient échanger, d'abord via la structure d'accompagnement, et par la suite pourraient même échanger face à face pour pouvoir policer les différents éléments. Donc je prends le FSA, nous faisons de l'accompagnement, parfois nous nous comportons comme un cabinet et nous essayons d'accompagner les projets. Nous allons... Très bien. Merci. Très bien. Alors, parlons du FSA, donc le Fonds de solidarité africain qui accompagne les entreprises. Alors, on est un peu pris par le temps, ce sujet-là, on pourrait en parler toute la journée, mais je pense que dans les questions, on pourra en parler un peu plus du FSA, mais je voudrais qu'on puisse se tourner vers l'assistance et prendre quelques questions par rapport à ce sujet. Vous pouvez vous présenter et poser la question. Bonjour à tous, je m'appelle Mohamed Tangara et merci beaucoup pour tout cet éclairage. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est que vous avez beaucoup parlé d'économie informelle, qui fait que les économies informelles, en tout cas les entreprises qui sont dedans, sont en manque de financement. Et de mon point de vue, en tout cas par rapport surtout en Afrique, c'est la majorité des pays africains où il y a pratiquement 90% des économies qui sont informelles. Et est-ce que l'État fait des choses, en tout cas, pour lutter contre ça? Parce qu'effectivement, comme vous l'avez si bien dit, il y a un manque à gagner aussi bien pour l'État, mais aussi pour les acteurs économiques. C'est-à-dire que ça leur permettrait finalement de se développer. Et est-ce que c'est pas aussi, donc là c'est la deuxième question, un problème de communication et aussi d'éducation, c'est-à-dire qu'on n'est pas éduqués, nous Africains, vraiment à structurer de manière formelle notre activité. Est-ce que, voilà, la question c'est vraiment est-ce que l'État doit jouer un grand rôle par rapport à ça, et est-ce que d'autres entreprises privées doivent aussi jouer un rôle par rapport à ça? Je pense que c'est les deux là, à mon avis. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une autre question? Cette question parle un peu de l'accès à l'information. Oui, je suis Axé Angodo Oswald et ma question est la suivante. C'est-à-dire que pour avoir un financement, il faut avoir un projet bien structuré. Mais pour celui qui ne sait pas structurer son projet, qui a l'idée, j'ai entendu que par là, il peut transformer ce projet-là en un langage pour avoir les financements. Je veux savoir, pour celui qui a le projet, est-ce qu'il y a un moyen d'apprendre pour avoir cette connaissance, cette expertise auprès de celui-même qui connaît? En même temps, il apprend avec cet expert pour que lui-même il soit aussi capable de pouvoir parler ce langage. Est-ce qu'il y a des institutions ou des organisations pour pouvoir acquérir cette expérience? Voilà.
Merci. Je suis Madame Coulibaly Alimata et j'ai une entreprise de transformation de produits agricoles. Alors, ma question s'adresse à M. Guindo. Est-ce qu'il peut nous éclaircir sur le mode de financement du Fonds de solidarité, FSA? Merci. Merci. Donc on va aller pour la première question. S'agissant de l'accès à l'information. Alors, je ne vais pas me substituer à l'État, mais je vais, parce qu'à la base je suis économiste, donc je vais essayer, sans écorcher personne. Les ressources principales d'un État, c'est les impôts, c'est les taxes, par définition. Et quand elles ne suffisent pas, l'État fait recours à des emprunts. Et puis, quand ça ne suffit pas encore, ou même quand ça suffit un peu, on s'en va voir des pays amis qui nous font des dons ou bien des legs. Voilà les trois sources principales de l'État. Le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que soit on fait le choix de dire on va développer donc, des entreprises, et quand on aura beaucoup d'entreprises, on va prélever des impôts et des taxes sur elles pour pouvoir financer notre développement. Mais ça, c'est un processus qui est long. C'est-à-dire investir dans des secteurs porteurs, ce genre de choses, c'est un processus qui est long. Plutôt que de me présenter sur des marchés financiers pour lever des financements. Donc, comme on a des mandats en général de 5 ans et tout, vraiment, venir investir dans des secteurs clés pour développer les entreprises, beaucoup de nos gouvernants se disent que ça c'est long. Donc, c'est un peu laissé pour compte. Dans plein d'États africains, pour ne pas faire de spécifications particulières. Cependant, pour avoir un tissu économique solide, il faut développer des entreprises. Toutes les nations qu'on appelle nations développées ont investi dans la formation de secteurs clés de l'économie avec des entreprises fortes qui permettent de pousser l'économie. Mais à côté de cela, il y a des initiatives qui sont faites. Comme j'ai parlé tout à l'heure de Côte d'Ivoire PME. Moi, je suis parti la dernière fois à Côte d'Ivoire PME. Ils me disent que parfois, ils sont là, ils se tournent les pouces. Parce qu'il n'y a personne qui vient vers eux. Mais je leur dis aussi qu'en retour, mais quelle action de communication vous aussi vous avez fait pour que les gens puissent venir? Donc, c'est de part et d'autre. Autant les entrepreneurs ne font pas à l'information, autant certaines structures dédiées aussi ne font pas les efforts de communication pour dire voilà les mécanismes qu'on a en interne, venez en profiter. Pour quelles raisons, je ne sais pas. À côté de Côte d'Ivoire PME, il y a l'INIE, l'Institut national de l'innovation entrepreneuriale et trucs du genre. Voilà, donc ça va dans les deux sens. Il faut que les entrepreneurs aillent à l'information, mais aussi il faut que les structures dédiées de l'État puissent aussi faire ce travail de communication-là. Pour dire voilà les mécanismes qui existent, qui permettent d'accompagner les entrepreneurs, ainsi de suite. Donc oui, je pense que c'est un problème de communication. Mais comme on dit, la communication, c'est il y a un émetteur et puis il y a un récepteur. Donc dans l'un ou l'autre des cas, l'entrepreneur peut se positionner dans la situation de l'émetteur de l'information ou du récepteur de l'information. Simplement pour dire que c'est les deux parties qui sont ici engagées et l'entrepreneur doit aller à l'information, les structures dédiées aussi doivent donner des informations. Donc il y a des initiatives que les États prennent. Et c'est aussi, puisque comme on dit, pour parler un peu terre à terre, c'est la vie qui demande, c'est elle qui est en bas. Donc comme c'est nous qui demandons, cherchons à aller à l'information. L'information, elle existe. Alors, l'autre question, c'est est-ce qu'il y a un moyen d'apprendre? Oui, il y a un moyen d'apprendre. Vous pouvez vous former personnellement en discutant soit avec des banquiers, peut-être à l'occasion de ce genre de forum-là, pour dire moi j'ai tel projet, quel document il me faut, on vous dira comment est-ce qu'il faut structurer ces documents-là. Si vous pouvez les faire de vous-même, vous le faites, sinon vous vous rapprochez de quelqu'un qui le fait au quotidien et ça vous perdra moins de temps. Bien sûr, vous allez payer un peu d'argent parce qu'il faut que des gens comme nous puissent vivre. Voilà, donc vous allez payer un peu d'argent, c'est pas beaucoup, mais bon, voilà. Donc, ça existe. Il y a
moi j'ai soumis des... C'est vrai que j'accompagne les entreprises pour leur trouver du financement, mais moi aussi je cherche de l'argent pour certains projets. Voilà, donc il y a des projets par exemple que moi-même j'ai rédigé, bon, parce que je sais le faire, des business plans et tout, j'ai soumis à des financements, les financements ont été obtenus. Donc vous pouvez le faire de vous-même ou alors vous, comment on appelle, vous rapprocher de quelqu'un qui sait le faire. Voilà. Donc je rappelle donc les structures dont M. Dédier a parlé. Il a parlé des structures comme l'IE, des structures comme voilà, ce genre de structures-là qui permettent de pouvoir avoir de l'information, de pouvoir apprendre auprès de ces structures-là pour avoir l'information, pour avoir le même langage que les financiers. Alors, on va passer à la dernière question. Je pense que M. Dédier a répondu à peu près aux deux questions en même temps, s'agissant de l'information et de comment avoir cette information. On va passer à la question sur la FSA. Donc, comment est-ce que Mme Koulibaly pourrait avoir un accès au financement, avoir les garanties qu'il faut pour pouvoir avoir un accès à son financement? Ok, merci beaucoup. Déjà, le Fonds de solidarité africain que je représente ici, c'est une institution financière qui a été créée il y a environ 50 ans. Et aujourd'hui, c'est une institution qui a 23 États qui sont aussi ses actionnaires. Et l'objectif principal pour lequel cette institution a été créée, c'est de faciliter le financement des entreprises. Et ces entreprises sont majoritairement composées de TPE, de PME, PME, elles-mêmes majoritairement composées de secteur informel. Donc, par rapport à la question de monsieur, c'est que déjà, je vais vous dire une chose, il y a des entreprises informelles qui sont plus costauds que certaines qui sont formalisées. Tout simplement, c'est une question d'ouverture ou ne pas pour lequel le promoteur veut rester toujours avec ses fonds dans sa poche, il ne peut pas payer parce qu'il se dit oui, si je vais au niveau du formel, on va me dire de payer plus d'impôts, etc., etc. Mais en le faisant, c'est un manque d'ambition parce qu'on se donne soi-même des limites. Il y a certains, on va rester à vendre au jour le jour, mais il y a certains marchés qu'on peut exécuter pour lesquels nous ne pourrions jamais prétendre parce que nous ne sommes pas formalisés. Donc pour moi, il y a un élément à trancher à ce niveau. Donc pour revenir à la question, nous sommes là pour accompagner les entreprises. Et nous ne sommes pas un bailleur de fonds, nous sommes une institution qui est spécialisée dans la garantie financière. Et à ce titre, nous partageons le risque avec les bailleurs de fonds. Vous, en tant qu'entrepreneur, vous êtes obligé d'injecter des fonds sur fonds pour réaliser votre activité. Mais lorsque vous allez au niveau d'une banque, on va vous dire oui, nous avons analysé, vous êtes arrivé à casser la barrière de la communication, vous avez présenté un business plan qui répond aux normes, etc., etc. Nous pensons que le projet est rentable, il est viable, vous avez l'expérience pour pouvoir mener correctement. Mais maintenant, qu'est-ce que vous nous donnez comme garantie au cas où les choses ne se réaliseront pas comme nous le voudrions? Alors, si jamais vous avez des garanties, vous pouvez les donner, et ces garanties peuvent être suffisantes comme elles peuvent ne pas être suffisantes. Et c'est en ce moment qu'il y a des institutions comme la nôtre qui peuvent intervenir pour dire à la banque, après avoir analysé les mêmes documents, qui vont dire oui, nous pensons que Mme Koulibaly a un projet qui est viable. Donc allez-y, donnez-lui le financement, nous donnons la garantie. Si jamais les choses ne se déroulent pas, vous nous appelez, nous on vous paye. On verra qu'est-ce qu'on peut faire comme. Et donc c'est là où le FSA intervient en sa qualité d'institution de garantie. Et soit dit en passage, il y en a combien de personnes qui savent qu'il y a une institution de garantie en Côte d'Ivoire ici, qui a été créée par l'État ivoirien, qui s'appelle la Société de garantie des entreprises. Et nous, c'est vrai que nous sommes à une échelle, aujourd'hui nous on peut donner pour un seul projet, on peut donner jusqu'à 20 milliards de garanties. Et si jamais nous devrions intervenir au même niveau que la SGE, ce ne serait pas bien parce que l'État de Côte d'Ivoire est actionnaire, nous ne voudrions pas rentrer en concurrence avec une entreprise, avec une structure nationale. Nous devrions plutôt l'accompagner.
Et c'est à ce titre que nous avons signé un accord avec la SGE pour pouvoir négocier leur capital parce que l'entreprise nationale, elle a ses limites. Et en fonction de ces limites, elle peut intervenir pour les très petites entreprises. Et nous, en ce moment, nous pouvons même l'accompagner dans sa croissance. Alors, quels sont les produits que nous mettons à la disposition des entreprises nationales? Il y a la garantie financière que nous donnons sous diverses formes. Pour les TPE, c'est-à-dire que c'est des financements qui peuvent commencer de 1 million jusqu'à 200, 300 millions. Nous classons ça dans la large famille de ce qu'on appelle les petites et moyennes entreprises. Donc pour des financements qui commencent à 2 millions jusqu'à 300 millions, nous donnons une garantie de 50% aux banques. Mais nous ne donnons pas directement à l'entreprise, c'est des lignes de garantie qui sont accordées aux banques. Il y a des banques et des entreprises de microfinance qui nous ont sollicité, qui ont pris des lignes pour dire oui, nous sommes disposés à financer les TPE et les PME. Alors, donnez-nous une ligne qui permette de partager le risque avec ces entrepreneurs-là. Ces entrepreneurs vont amener, je prends une entreprise qui a une petite boutique, le monsieur, il n'a pas de titre foncier, mais il a les équipements qu'il faut pour réaliser ses activités. Ces équipements, on peut les prendre en nantissement, on peut les nantir, les prendre en garantie, de façon à ce que nous puissions assurer le financement, par exemple, de l'exploitation, parce que vous devez aller payer la matière première. Vous êtes dans la transformation, je pense, de produits agricoles, et donc vous devez avoir du stock que vous allez transformer. Mais ce stock-là, pour pouvoir l'acheter, ce n'est pas des montants qui sont à certains niveaux jusqu'à ce que... Donc pour accompagner la croissance, à chaque fois, il faut qu'on vous donne le financement qui répond aux besoins de l'entreprise. Donc, mais vous avez des machines qui servent à transformer. Et ces machines ont de la valeur. Alors, sur la base de la ligne, on va dire, bon voilà, c'est simple, allez-y, financez Madame Koulibaly. Déjà, les garanties qu'elle peut apporter correspondent seulement à la valeur de ces garanties correspond à 20%, 15%, 30% des garanties. Mais nous, on donne 50% parce qu'il faut que la banque elle-même puisse prendre une part de risque. Et la part de risque, c'est quoi? C'est qu'elle a évalué l'entreprise, elle estime que tout est cohérent. Et donc, je prends 20% et on finance le FSA, donne 50%. Maintenant, au-delà de ce montant, le FSA peut donner jusqu'à 80% de garantie à la banque pour les très grands projets. Et comme je vous l'ai dit, on peut donner, on l'a fait plusieurs fois cette année, on donne 20 milliards de garanties à la banque pour des financements qui vont dans les tranches 40 milliards ou quelque chose. Donc voilà le rôle du FSA. Troisième élément que nous pouvons faire, c'est l'accompagnement sous forme, bien sûr, d'appui en industrie, si l'on peut dire, aux entreprises. Comment ça va se passer? C'est que l'entreprise va amener des business plans, son business plan. L'entreprise a la possibilité de solliciter l'accompagnement du FSA sous forme de garantie en transmettant son business plan. Nous allons analyser le business plan gratuitement et si nous estimons que tout est cohérent et que les principaux risques sont identifiés et mitigés, nous pouvons lui donner une lettre d'intention. Cette lettre d'intention va lui dire oui, nous avons analysé votre projet, oui, nous sommes disposés à donner notre garantie, mais allez-y chercher le financement. Voilà le rôle d'accompagnement qui est très important et même là, nous rentrons en concurrence avec les institutions, les structures d'accompagnement comme les bureaux, les conseils, etc. Mais nous, nous le faisons gratuitement parce que nous sommes une institution qui a été créée par les États. Alors, pour répondre à la question de monsieur, comment bénéficier de l'expertise? L'expertise a un coût. Donc, il faut d'abord savoir ce qu'on fait. Ensuite, s'adresser soit à une structure publique, comme le GUD PME, soit s'adresser à des spécialistes comme M. Ledy, pour dire, bon voilà, moi je veux que vous m'accompagniez dans mon process. Et donc, à partir de là, le minimum que vous allez payer va vous permettre de bénéficier de l'accompagnement et bénéficier de tout ce que vous devez tirer de l'environnement pour que votre projet soit réalisé. Et tenez-vous bien, les montants
vous allez décaisser peuvent être intégrés dans les chiffres, dans le bilan que vous avez fait. D'accord? Parce que vous devez dépenser pour réaliser ces études et ces études-là, ces charges-là seront intégrées dans le bilan de façon à ce qu'à la fin de l'année, lorsque le projet est réalisé, vous puissiez savoir exactement combien vous avez injecté, combien vous avez bénéficié, quel est le résultat. Donc, voilà, pour quelques éléments. Merci beaucoup, M. Kimbo. Donc, je pense que ce panel tire à sa fin. Alors, je voudrais résumer un peu ce que nous avons pu retenir au travers de ce panel qui s'intitulait Financement, structuration et accompagnement des entreprises pour un développement durable. L'une des choses au niveau de l'optimisation, il y avait 3 manières d'être financé, donc financement au capital, financement par de la dette ou les subventions. Il faut que notre projet puisse avoir un plan d'affaires clair, que notre société que nous voulons créer soit structurée d'une certaine manière, qu'on puisse avoir le même langage que celui qui veut nous donner l'investissement. C'est-à-dire passer de l'informel au formel. C'est l'une des choses que nous devons retenir. Voilà, nous arrivons à la fin. Nous voulons vraiment remercier nos intervenants pour ces clés qu'ils nous ont données, qui nous permettront demain de pouvoir avoir des entreprises avec un développement durable. Est-ce que nous pouvons applaudir nos intervenants pour toutes ces clés qu'ils nous ont données? Voilà, donc je voudrais sur ce permettre à nos intervenants de regagner leur siège. Merci. Merci également encore de les applaudir. Applaudir notre modérateur qui nous a fait une fin, on va dire, synthétique, parce que ça a été une synthèse en même temps de tout ce qui a été dit au cours de ce panel. Merci d'applaudir. Je regarde rapidement. Monsieur Eric Anthony Zion, qui est manager investor relations Enco Capital West Africa. Voilà, c'est une petite photo, c'est possible? Voilà, une photo du trio. Voilà. Voilà, vous allez rester là. Ah, là, juste devant. Bon. Vous voulez qu'il descende? Voilà, vous allez descendre, s'il vous plaît. Voilà. Monsieur Ali Kendo, de FSA, le Fonds de solidarité africain. Monsieur Franck Mehdi, du cabinet C24. Et bien sûr, notre modérateur qui nous a fait ramasser en mesure de ce panel. La journée d'aujourd'hui va refermer ses portes tout à l'heure dans juste 30 à 40 petites minutes, parce que nous allons clôturer cette journée avec un atelier qui sera distillé tout à l'heure par la directrice commerciale de Eben Immobilier en la personne de Aurélie Eliane. Et son atelier sera sur comment créer et développer son réseau dans l'immobilier. On va encore les applaudir une fois, s'il vous plaît. Cet atelier se fera en 30 à 45 minutes. Est-ce qu'elle est là? Notre directrice commerciale au sein de Eben Immobilier, Aurélie Eliane. Pour elle également, je vais vous demander de faire une multitude de vivants. Comment créer et développer son réseau dans l'immobilier? On va lui permettre de s'installer. Et on va encore une fois demander votre attention. C'est juste après cet atelier qu'on va refermer la journée d'aujourd'hui, tout en rappelant que demain, il va falloir encore être là, de faire un petit rappel du programme de demain. Demain, vous aurez le premier panel de la journée qui portera sur l'innovation, l'économie verte et numérique, des moteurs de transformation économique, et un autre panel qui portera sur l'autonomisation des femmes et des jeunes, inclusion financière pour une croissance inclusive et durable. Donc demain, on aura 2 panels, il va falloir encore être là demain, et on espère pouvoir compter sur votre présence et votre attention. Bon atelier, on clôture avec toi tout à l'heure.